Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette dernière séance de ce cycle de formation intensif Fishben où on va essayer de revoir derniers conseils et bon, je pense pas que ce soit un pronostic, mais en tout cas vous rappeler les points essentiels sur lesquels on vous attend sur cette épreuve du DCG U8, le SIG, Système d'information de gestion. Alors, pour commencer, bon, un petit panorama sur les résultats des 2 dernières années. Alors, on voit, c'est assez clair et net, il y a quand même, c'est une épreuve qui marche pas tant que ça finalement. Vous avez que 43% de réussite, avec des moyennes proches de 9, avec voilà, plutôt une tendance à la baisse, hein, des résultats plutôt à la baisse sur les 2 dernières années. 20% de notes éliminatoires, on va dire que c'est à peu près, ça fait beaucoup, mais c'est à peu près la norme, je pense, sur l'ensemble des différents UE de- du DCG. Mais bon, globalement, il y a quand même des matières qui sont beaucoup plus discriminantes, beaucoup plus difficiles, surtout en deuxième année. Euh, En principe, en principe, en SIG, on s'attendrait un petit peu à des meilleurs résultats, notamment sur les notes plus importantes. Bon, le gros tourne autour de 10, 8, 8, 8, 8, 12, 8, 14, avec voilà, une petite concentration quand même sur les notes moyennes. C'est un peu dommage parce que avoir 10 en SIG, ça a pas trop de sens. C'est là où c'est une matière où il faut aller chercher les points pour essayer en prévision de d'autres matières qui seraient un peu plus difficiles. Alors, le rapport du jury 2024, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit globalement, voilà, la tendance sur les épreuves, sur le format des épreuves, c'est pas forcément de se concentrer sur la maîtrise des connaissances, mais aussi de tester, d'évaluer le candidat sur sa qualité d'analyse, sa qualité d'argumentation. Euh, bon, le- la volonté, c'est d'être assez équilibré et de répartir les points 50-50. Pour autant, si vous ne maîtrisez pas les connaissances, vous aurez également du mal à analyser, vous aurez du mal à argumenter. Donc, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que il y aura 50% sur le fond, mais aussi 50% sur la forme. Forme au sens, est-ce que vous arrivez à développer des idées, rédiger tout simplement vos idées et vos arguments. Et ils vous disent, encore une fois, chaque année, c'est des sujets qui couvrent l'exhaustivité ou qui cherchent à couvrir la quasi-totalité du programme. Donc, impossible de faire des impasses. Et là encore, on reviendra dessus, c'est très déconseillé, voire même peu productif. Alors, un extrait, parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus hein, dans le rapport du jury concernant l'UE 8, mais il faut quand même bien le répéter. On vous dit ce qui est attendu du candidat en termes d'attente, hein, c'est qu'il fasse le lien qu'il fasse le lien entre l'énoncé, le cas pratique qui est étudié, et les connaissances du programme. Et puis aussi, ce qu'on évalue chez lui, c'est la façon de structurer sa réponse. Voilà, vous êtes dans une profession où on vous en attend de vous que vous fassiez les choses carrées, donc que vous maîtrisiez ce que vous faites, et surtout que ça soit pas brouillon, que ça soit pas désordonné, et qu'il y ait une véritable réflexion dans votre production. Donc voilà, c'est une épreuve qui est taillée sur mesure pour vérifier si les candidats ont ces qualités et notamment la qualité d'être rigoureux et de respecter des règles, des formalismes. Et donc, il y a quasiment, je dirais, si on réfléchit bien, il y a quasiment 10-12 points euh, qui sont à chaque épreuve
dévolue pour évaluer la capacité du candidat à respecter cette syntaxe et ce formalisme. À travers quoi? Ben, à travers les requêtes SQL. Est-ce que vous maîtrisez le langage, les règles de, de syntaxe, les formules Excel? Est-ce que vous maîtrisez les syntaxes? Les modélisations pardon, de processus à travers le schéma événement-résultat. Euh, tout ça, en fait, voilà, c'est bien d'avoir la logique, mais si vous avez compris la problématique, tant mieux. Mais ce qu'on veut surtout vérifier, c'est est-ce que vous êtes capable de mettre en œuvre cette logique à travers des méthodes bien précises. Est-ce que vous respectez les méthodes qu'on vous a transmises tout au long de l'année? Et puis, il y a le côté, on va dire, peut-être futile pour certains, mais qui est fondamental, l'aspect rédactionnel. Ce n'est pas une épreuve rédactionnelle, hein. On va pas juger sur votre maîtrise du beau français. On veut que ce soit une rédaction efficace, claire, précise. On peut parler simplement, il n'y a aucun souci, hein. Si vous avez on va dire des mécanismes de rédaction qui sont un peu répétitifs, c'est pas grave. Tant que la réponse est correctement formulée et claire et juste, vous avez les points. Ce ne serait pas le cas avec l'économie, avec le juridique. Donc, bon, là, ça veut pas dire qu'il faut baisser la garde, mais en revanche, on vous attend sur quoi? Sur le soin, hein, l'écriture. Il y a beaucoup trop de copies qui sont très illisibles, mais vraiment très illisibles. Je pense que euh, sans le savoir déjà, si vous écrivez très mal sur votre copie, vous vous pénalisez de plusieurs points, voire vous êtes quasiment assuré de ne pas avoir la note qualifiante. Donc, euh, prenez le temps. Tant pis si vous ne faites pas tout. Mieux vaut prendre le temps de bien écrire soigneusement. Et le soin, ça se prépare, c'est-à-dire globalement, si vous ne travaillez pas préalablement sur brouillon, si vous ne posez pas votre réflexion au brouillon et que vous faites d'un jet, vous répondez d'un jet aux questions, c'est clair que vous allez faire des ratures, du typex. Ce sera considérer, en tout cas l'examinateur va considérer que vous lui avez remis votre brouillon, pas votre copie, mais votre brouillon. Est-ce que ça se note un brouillon? Je ne sais pas. Donc il faut là-dessus être très attentif. Le soin, l'écriture, il faut que votre message soit lisible, soit propre. Et bien sûr, alors, je dis si possible, prenez le temps de vous relire et de corriger les fautes d'orthographe si vous êtes, bien sûr, si vous avez la possibilité. Les fautes d'orthographe, là aussi, ça rejette une mauvaise image de vous. Et là encore, ça prouve que vous, vous ne contrôlez pas ce que vous faites. Et donc, ce n'est pas aussi une bonne image de rigueur que vous renvoyez. Alors, quelques conseils rapides pour aborder sereinement l'épreuve. L'épreuve, elle s'aborde de manière méthodique. C'est-à-dire que si vous y allez comme ça, la fleur au fusil, vous avez bien révisé, tant mieux. Mais malgré tout, il faut avoir encore des mécanismes, et ce sera partout sur les autres épreuves. Il faut gérer le temps, il faut gérer l'analyse, tout. Bon, tout ça, voilà. Euh, bon, faut pas se jeter sur l'épreuve dès la première minute, prendre du recul. Vous avez 4 heures. 4 heures, globalement, moi je considère que si on prend 40 minutes globalement sur toute l'épreuve, donc pratiquement 1 heure, hein, pour prendre le temps de rentrer dans le sujet, lire les documents, euh, euh, voilà, tout ceci est réparti au fil du temps, hein. 40 minutes, c'est quand même quelque part faisable. Et bien 40 minutes, ça vous laisse quand même encore le temps, largement le temps, de faire, de répondre à toutes les questions si vous avez bien sûr, vous êtes bien préparé. Euh, 4 heures avec en général donc 4 dossiers. Bon,
toujours regarder la répartition des points parce que cette répartition des points va conditionner la gestion du temps. D'accord? Et puis va aussi conditionner peut-être votre stratégie pour répondre, pour voilà, choisir un certain ordre dans les réponses. Euh, voilà, en termes de pages, faut pas avoir peur du nombre de pages, hein. Parfois, ça peut aller sur une vingtaine de pages, mais si vous regardez bien, la base documentaire, parfois, peut être très épaisse, parce que derrière, vous allez avoir beaucoup de tableaux Excel, enfin, en tout cas, d'impressions d'écran qui sont, en fait, qui n'ont pas non plus une valeur, enfin, qui auront une valeur d'analyse importante, mais globalement, ça prend beaucoup d'espace pour finalement pour extraire de l'information qui est assez rapide, immédiate. Donc ne vous inquiétez pas sur le montant des feuilles. Vous voyez, l'année dernière, c'était 20 feuilles. Vous savez que vous aurez largement le temps de tout parcourir le document. L'objectif n'est pas d'un coup de lire toutes les 20 pages tout de suite, hein. Vous allez faire une première lecture très rapide, ce qu'on en diagonale, pour voir un petit peu globalement, pour prendre connaissance, on va dire, de votre environnement de travail. Et puis ensuite, vous irez au cas par cas sur les documents et vous irez faire du travail en profondeur tout au long du reste du temps. Donc, en général, vous avez, oh, pardon, excusez-moi, hop, vous avez une présentation générale. Alors, j'ai peut-être pas encore, est-ce que j'ai encore le document? Ah, zut. Voilà. Vous avez une présentation générale, voilà, d'une page en général, qu'il faut lire, mais globalement, ne passez pas plus de 5 minutes sur cette lecture, hein. C'est juste le temps de s'imprégner, d'avoir un petit peu la problématique générale, le contexte, mais il y a très peu d'informations au-delà que vous allez exploiter dans cette présentation générale de la société. Donc, allez-y, ne bossez pas, ne surlignez pas tout, hein. Regardez, lisez attentivement, mais ne cherchez pas vraiment à faire une lecture profonde et passer du temps dessus. Maximum, moi je dirais même 3-4 minutes si vous avez une bonne vitesse de lecture. Ensuite, 5 minutes pour se familiariser avec le contenu des documents. Voilà, globalement, regardez un petit peu ce qu'il y a, feuilletez les pages, regardez s'il y a des choses qui vous parlent. Pourquoi? Parce que ça va être, avec cette partie-là est cruciale parce que ça va permettre pour vous de planifier votre travail et de voir quels sont les domaines, les parties du sujet que vous maîtrisez bien, où vous êtes à l'aise, et puis quelles sont celles où vous êtes moins à l'aise ou pas du tout, et pour lesquelles vous allez dire, bah écoutez, hein, on va pas commencer par ces parties où je connais rien ou très peu. Je vais plutôt chercher à aller chercher les points là où je peux les chercher. Après, on verra. C'est toujours une logique d'aller chercher des points partout, hein. C'est pas parce que vous bloquez à une première question que vous n'arriverez pas à chercher les points ailleurs sur les autres questions d'un même dossier. Donc il y a à l'intérieur du dossier, il y a euh, beaucoup de missions qui sont décorrélées, donc faut aller chercher faut aller chercher les points. Alors, avant de commencer à traiter un dossier, il faut se dire, voilà, combien de points ce dossier me ramène et globalement, comment se fait la répartition des points. Donc là, j'ai appris encore le sujet de l'année dernière, hein. J'aurais pu prendre celui de 2023, 2022, c'est toujours la même chose. Le dossier 1, il était sur 4,5 points. Et dites-vous que en prenant en compte les 40 points, donc voilà, vous avez 4 heures, 240 minutes, 40 minutes pour tous le coût de la lecture, le coût de la réflexion, la préparation 40 minutes pour, on va dire, non, que la lecture, ça vous laisse encore 200 heures
de, pour répondre aux questions. Et donc, ça veut dire, ben, sur 20 points, ça veut dire 10 minutes par point, hein, tout simplement. Donc, mettez-vous en tête, voilà, j'ai 4,5 points, ça veut dire que globalement, ce dossier 1, je dois l'avoir bouclé en 45 minutes. Pas plus, pas moins. Alors, pas moins, ça veut dire que si vous avez fait moins, c'est que peut-être vous avez été trop superficiel, peut-être trop synthétique. On voudrait peut-être, on attendrait ce que vous fasse développer un peu plus, d'accord? Si vous avez, on va dire, euh, écluser le dossier 1, terminer le dossier 1 en quoi? En 20 minutes, ça veut dire que peut-être que vous avez été un peu trop rapide dans votre réflexion, dans votre analyse. Donc, faut vous poser les questions. Peut-être que j'aurai pas tous les points. Donc, la méthodologie, c'est de faire quoi? Ben, je vais regarder sur le dossier 1 combien j'ai de questions. Ben, ici, j'avais 4 questions. 4 questions sur 4,5 points. Donc, ça veut dire que globalement, il y aura peut-être des questions à un peu moins d'un point, et puis d'autres qui seront à peu près un petit peu près à un point ou 1,5. Peut-être il y en a une qui sera à 2 points. Donc, globalement, ça veut dire que vous avez des questions en moyenne qui vont vous prendre 10 minutes, hein, un point, donc 10 minutes par question. Euh, Donc ça, c'est vraiment voilà, la méthodologie de gestion du temps, elle se fait comme ça, hein, par les points, et c'est avec ça que vous allez pouvoir maîtriser le timing. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver à avoir peut-être euh, adressé 2 dossiers en peut-être 3 heures et demie, et puis vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus qu'une heure pour faire les 2 autres. Donc attention, hein, ne pas non plus trop voilà, oublier qu'il y a la montre qui tourne. Et donc, soyez très vigilants et tout de suite, moi je serai vous, tout de suite, qu'est-ce que je fais dès que j'aborde le dossier que je veux aborder, ici je commence par exemple sur le dossier 1, je regarde le nombre de questions, je me mets l'heure et je me mets quelque part, voilà, il est 9 heures, je dois avoir fini à 9h45, je me mets un petit 9h45. Et puis, dès que j'arrive à 9h40, je commence à me dire, oh là, où j'en suis? Bon, il faut que j'avance. Donc, si vous avez fait, il vous manque la question 4 et que vous avez pas, il vous reste 5 minutes, vous savez que vous n'aurez pas le temps de la faire. À ce moment-là, moi, je vous conseille, plutôt que de dire, je la regarde et puis je la fais à moitié, bah, passer au dossier suivant en disant je reviens, si j'ai récupéré du temps, je reviendrai par la suite. Et s'il me reste 10 minutes, bah, je pourrais peut-être aller chercher cette question. D'accord? Alors, la deuxième chose, après le timing, quand vous avez abordé le dossier, vous allez l'aborder en faisant attention à une chose, il y a toujours une petite 2, 3 paragraphes d'introduction au dossier. Et contrairement à ce que je vous ai dit, par exemple, pour la présentation générale où il n'y a pas grand-chose à exploiter, là, il y a beaucoup de choses à exploiter, hein. Donc, euh, on, on vous, on vous donne de l'information qui va être aussi importante ici que ce que vous allez retrouver dans les documents en annexe. Donc, prenez le temps de bien lire l'introduction, ou en tout cas tous les éléments qu'on vous donne, ici, là, par exemple, et parce qu'il y a des informations que vous allez devoir exploiter sûrement dans les questions au même niveau au même titre que vous allez retrouver de l'information dans les documents annexes. Donc là, on voyait, vous avez simplement un document à aller analyser. Là encore, moi, je vous conseille une chose. euh, Comme vous avez 20 pages, voilà, la copie, l'énoncé, vous le rendez pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez allez chercher le document 1, vous le dégrafez et vous le mettez à côté des questions pour vraiment éviter de faire à chaque fois des allers-retours. C'est fatigant à la fin pour vous. Si vous avez l'information à côté de vous, vous pouvez vraiment mieux suivre, mieux suivre, en tout cas mieux gérer les informations. Euh, les consignes, c'est ça. Donc pour les consignes, c'est les petits éléments qui sont en fait
encadrer, là que j'encadre, j'ai oublié d'encadrer celui-ci, mais voilà. Ce qui est important, c'est, avant même de regarder les consignes d'ailleurs, c'est de regarder les titres. Hein, les titres, parfois aussi, on oublie, on les passe, on se dit, ouais, c'est pour décorer, etc. Non, non, c'est super important parce que c'est au contraire de l'information super synthétique. Là, on va travailler sur la modernisation des outils de travail, donc on va sûrement essayer de vous présenter des, euh, une- des projets de modernisation du système d'information. Et pour moderniser, bah, qu'est-ce qu'on fait en général? Il faut faire déjà un diagnostic pour savoir qu'est-ce qui fonctionne pas dans le système d'information. Et vous voyez, mission 1, analyse du système d'information. Mission 2, inventaire matériel et logiciel. Et en général, c'est important de bien lire les titres de chaque partie ou sous-partie, chaque dossier ou mission. Pourquoi? Parce que ça va permettre de vous, tout de suite, il faut que vous puissiez dire, ça fait le lien avec quel cours. Je suis dans quel, où est-ce qu'ils veulent m'emmener? Euh, à quel chapitre ça fait référence ou quel chapitre je vais mobiliser pour répondre à ces questions, sans avoir véritablement lu les questions déjà. Il faut que vous contextualisez quelque part. Euh, Là, ici, par exemple, il s'agissait de analyse du système d'information existant. On est dans le diagnostic du SI, hein, la partie 1, qui est complètement dévolue au diagnostic du SI, qui vous dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on a dans le système d'information, voilà, qu'est-ce qu'on souhaiterait, enfin, comment on veut analyser ces différentes composantes, les composantes humaines, organisationnelles et techniques. Et donc, voilà, tout de suite, il faut vous dire, attention, je vais avoir peut-être différentes dimensions à analyser. Je sais comment je fais un diagnostic du système d'information. Voilà, en tout cas, ça vous positionne déjà sur un certain élément du cours, du programme, pour aller ensuite, dans votre mémoire, essayer de restituer des informations, des connaissances. Euh, Deuxième chose ici, voilà, inventer un matériel logiciel. Ben là, en fait, on est globalement, on vous dit, on va faire un diagnostic plus poussé sur la partie technique, la dimension technique, la dimension matérielle et logicielle. Donc, vous voyez, c'est vraiment, voilà, tout ça, on se retrouve vraiment dans l'analyse, dans la partie 1, avec ici, on a un focus sur la dimension technique. Ensuite, ce qui est important aussi, dans toutes ces consignes, avant de vraiment d'aborder les questions, moi je vous conseille vivement de bien identifier quel est le rôle qu'on veut vous attribuer. D'accord? Si vous regardez bien, à un moment donné, on vous dit, vous êtes chargé. Donc ça, c'est systématique, hein. Vous êtes chargé de quelque chose, vous êtes en tant que, etc. Vous êtes chargé ici de réaliser un état des lieux, donc un diagnostic du système d'information actuel. Donc voyez, on vous dit, c'est vous qui allez prendre en charge ce diagnostic. En principe, le programme vous dit, voilà, comment on mène un diagnostic du système d'information. On le mène comment? On analyse la composante ou la dimension humaine, puis ensuite la dimension technique, puis la dimension organisationnelle. Il n'y a pas d'ordre, hein, et déjà bien structuré en trois votre diagnostic. Il n'y a pas que le côté technique, hein. Là, on vous fait travailler le côté technique, mais ce n'est pas, parfois, ce n'est pas l'élément le plus crucial, le plus fondamental. Beaucoup de problèmes de dysfonctionnement du système d'information viennent de la partie souvent humaine et ou organisationnelle. Et pourtant, on se focalise le plus souvent parfois sur la technique, mais la technique, elle marche pas parce que bah, l'homme ne sait pas l'utiliser souvent. C'est souvent comme ça que ça marche. Donc déjà, voilà, trois parties pour le diagnostic SI. Et puis ensuite, dans chaque partie, bah, je sais que par exemple, pour la dimension humaine, je vais regarder, je vais décomposer. Il y a les utilisateurs d'un côté, il y a les administrateurs de l'autre, hein, utilisateurs du SI. Eh bien, on va étudier leur comportement, on va étudier est-ce qu'ils rejettent le SI, est-ce qu'ils sont au contraire, ils se l'ont approprié. En termes de comportement, est-ce qu'ils sont satisfaits, non satisfaits du système d'information? Euh, Est-ce qu'ils sont ensuite, en termes de compétences, formés à l'utilisation de ce système d'information, suffisamment formés pour bien l'utiliser? Voilà, c'est ça en fait qu'on attend de vous. Vous voyez, de dérouler toutes les questions
qui sont derrière chaque élément et qui sont structurés en trois parties. Donc ça, là, en fait, voilà, on va globalement tourner autour de cette logique tout au long de ces quatre questions. L'objectif de tout ça, c'est effectivement que vous avez un fil conducteur dans chaque dossier, il y a un fil conducteur et que au fur et à mesure, en fait, des questions, on avance dans la problématique, d'accord? Donc, moi, je vous conseille de bien lire avant de répondre à toutes les questions. Ensuite, une fois que vous avez identifié tous ces éléments, lisez les questions en diagonale, hein, mais en tout cas pour être sûr de pas que vous commenciez pas à vouloir répondre. Par exemple, si vous commencez à répondre dans la question 1 à des éléments qui sont posés dans la question 2, vous allez vous répéter. Et si vous en plus vous le faites, c'est qu'en fait, quelque part, en fait, c'est soit vous avez mal répondu à la question 1, soit peut-être que vous n'avez pas compris la question 2. Donc, lisez bien pour être sûr que ensuite vous êtes bien dans le fil conducteur et que vous raisonnez étape par étape. Alors, ensuite, j'aborde les questions. D'accord? Donc là, on avait quatre questions. Là, je me suis concentré uniquement sur le dossier 1 de l'année dernière, mais je pourrais faire pareil sur les autres dossiers, même si les autres dossiers sont parfois un peu plus techniques. Euh, Ce qui est important, c'est que sur ce type, en tout cas, de dossier, où il y a beaucoup de restitution, pardon, de restitution de connaissances, il faut déjà bien repérer le type de question qu'on vous pose, parce qu'on attend de vous, vous serez évalué euh, sur des critères qui seront bien définis. Il y a des questions qui sont dites non contextualisées, c'est ce qu'on appelle des questions de cours, avec des termes comme rappeler, définir, présenter, préciser, nommer. Vous voyez, par exemple, là, je les ai mis un petit peu, je les ai surlignés. Voilà, là, ici, vous êtes sur des questions de cours. Question de cours, ça veut dire quoi? Ben, vous savez votre cours, très bien, vous avez tous les points. Vous savez pas votre cours, vous essayez un petit peu de tourner autour du pot, ça vaut zéro. C'est un peu tout ou rien. Donc, sur ces questions de cours, si vous connaissez la notion de cours sur laquelle on vous interroge, répondez. Si vous ne connaissez pas, ne répondez pas tout de suite pour continuer sur les autres questions, mais laissez de la place globalement pour répondre. Mais surtout, ne ne cherchez pas à bluffer, hein, ça n'a aucun sens. Vous allez perdre 5-10 minutes à bluffer, à chercher un petit peu à tourner au pot, voire même peut-être 10 minutes parce que vous allez essayer de dire plus j'en mets, plus j'ai peut-être de chances de gagner. Eh bien, pas du tout. Au contraire, ça va jouer contre vous. L'examinateur va peut-être très vite voir que vous êtes en train de bluffer. Il va vous dire, hop, non, c'est pas bon, il vous mettra zéro. Donc, c'est contre-productif, ça rapporte rien en général. Et globalement, ça incite quoi? Ben, ça vous incite tout simplement à maîtriser vos définitions, maîtriser votre cours, parce qu'il y a quand même au moins 5-6 points faciles qui, soit directement ou indirectement, relèvent de la connaissance des définitions, de votre maîtrise des définitions et des notions clés du cours. Donc, là, c'est vraiment important. Ne plaisantez pas avec les questions de cours. C'est vraiment, il faut d'ailleurs maîtriser ces questions. C'est des questions où, en principe, vous allez chercher des points. Après, vous avez des questions qu'on appelle faiblement contextualisées, c'est-à-dire des questions d'argumentation. On va peut-être vous demander, alors la première question, il n'y a même pas besoin d'aller voir les documents, hein. C'est que du cours, c'est hors contexte, c'est-à-dire complètement décorrélé du cas qu'on vous présente. Faiblement contextualisé, on commence à vous dire, attention là, pour Credit Partner ici, que pensez-vous d'eux ou comment faire, etc. Vous avez des, des questions qui vont être plutôt proposées, suggérées, justifiées, expliquées. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont ouvertes. C'est des questions que vous pouvez
avoir présenté différents arguments qui ne sont pas forcément ceux qu'on attendait, mais dites-vous que si vous avez correctement et précisément justifié votre idée, vous aurez les points. Si c'est bien sûr, voilà, quand je dis c'est correctement, c'est-à-dire que c'est pertinent, votre argumentation est pertinente, votre proposition, votre suggestion est pertinente et également illustrée, justifiée. Donc là, vous aurez tous les points. Même si c'est pas celle forcément qu'on attendait euh, de manière basique. Et puis vous avez les questions fortement contextualisées, avec des questions qui vont commencer par identifier, montrer que, décrire, citer. Donc tout ça, c'est des questions d'analyse. Et là, la question d'analyse, elle se, elle va chercher à évaluer votre capacité à lire finement les éléments du document, à extraire de l'information, à comprendre cette information, pour pouvoir ensuite l'expliquer. L'expliquer à travers quoi? L'expliquer à travers vos connaissances. Ou en tout cas en déduire d'autres informations à travers, bien sûr, l'exploitation de vos connaissances. Donc, voilà, quand on vous demande, par exemple, d'identifier les problèmes, les classer, comment on va les classer, sur quel, voilà, par exemple, on vous dit les problèmes que rencontre actuellement le système d'information, euh, comment on peut classer les problèmes? Ben, il y aura peut-être des problèmes techniques, il y aura peut-être des problèmes organisationnels, il y aura peut-être des problèmes humains. Vous voyez qu'à chaque fois, on retrouve les trois dimensions ici, par exemple, du diagnostic. Euh, Voilà, donc identifier, définir les moyens de sécurisation du système d'information. Comment je peux, par exemple, qu'est-ce que je sais, euh, voilà, qu'est-ce qui est de l'ordre de la sécurité du système d'information dans le document, quels sont les éléments, les mesures mises en place qui permettent de protéger le système d'information. Donc voilà, ça c'est important parce que en fonction de chacune du style de la nature de la question, vous allez être évalué différemment. Euh, et donc, il faut se concentrer. Ben, si c'est une question d'argumentation, il faudra être convaincant, il faudra bien mettre en valeur votre justification et pas trop s'attarder sur le reste. Si c'est une question d'analyse, il faudra exploiter le texte, voire même peut-être citer le texte, puis ensuite le commenter. Donc, et c'est là qu'il faut faire attention. Dans les questions d'analyse, il faut éviter les paraphrases, hein. Vous pouvez citer le texte, mais derrière, il faudra l'expliciter pour bien sûr en déduire de l'information nouvelle. Et puis, la question, une fois que vous avez vu de quelle question, quelle nature était la question, ensuite, il est fondamental pour vous de faire ce qu'on appelle du rétro-engineering, du reverse engineering plutôt, c'est de dire, voilà, le rédacteur du sujet, l'auteur du sujet, il m'a posé une question pour me faire travailler une certaine notion du cours, une certaine notion du programme. Et donc, peut-être qu'il vous propose en fait de travailler cette notion de manière un peu déguisée ou indirecte. Et donc, c'est à vous de repérer ces notions dans la question et de se dire que forcément, si je maîtrise ces notions, je dois avoir la réponse derrière à la question. Euh, Par conséquent, commencer la question avec, en définissant ces notions clés, être le meilleur moyen pour vous d'introduire votre réponse, non seulement de l'introduire pour éviter de tout simplement réécrire la question en mode inversé, en mode affirmatif, euh, mais surtout pour éviter le hors-sujet. Euh, le principal défaut qu'il faut absolument que vous évitiez le jour de l'épreuve, c'est que vous répondiez à la question en recopiant la question. Voilà, par exemple, si vous dites expliquer le rôle respectif pour chaque sous-système, si vous dites le rôle respectif pour chaque sous-système est de petits points,
ça va pas. Il faut déjà dire, voilà, quels sont les différents sous-systèmes. Bon, on l'expliquait, mais globalement, de la même façon, nommer les trois principaux sous-systèmes de l'organisation, on pourrait expliquer ce que c'est un sous-système. Bon, là, peut-être pas forcément à définir tous les termes, hein. Je dis pas qu'il faut systématiquement définir tous les termes, toutes les notions qui sont dans la question, mais avant de répondre à la question, déjà pour vous, il faut que vous identifiez ces termes, ces notions qui sont dans la question. Et deuxièmement, il faut que vous vous dites, est-ce que je sais le définir? Est-ce que je sais de quoi ça parle? Et puis en posant cette question-là, vous dites, ben, vous essayez quelque part de faire remonter à la surface dans de votre mémoire, les éléments qui sont liés à cette notion. Et c'est là que ça va vous donner des idées de réponse. Mais vous voyez que il faut que vous posiez à l'écrit votre réflexion, et ce qui montrera que vous avez procédé par logique, par méthode, et c'est ça qui sera apprécié. Voilà, par exemple, la question 3 on vous disait identifier et définir les moyens de sécurisation de systèmes d'information actuellement mis en œuvre par Credit Partner. Alors, si vous commencez à dire les moyens de sécurisation du système d'information actuellement mis en œuvre par Credit Partner sont deux points, puis après vous y allez, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, pourquoi? Parce que justement, on veut tester votre capacité à restituer vos connaissances. Donc, à vous de commencer par la notion qui est abordée dans cette question. Ici, la notion, c'était, alors on pourrait dire les moyens de sécurisation, mais déjà, il faut dire qu'est-ce que ça veut dire la sécurisation du système d'information. Et c'est là que vous allez dire, ben, sécuriser le système d'information, c'est garantir pour chaque composante du système d'information, humaine, technique, organisationnelle, la disponibilité, la confidentialité, l'intégrité, la traçabilité, etc., etc. Bon, souvent, on retient que les trois premiers, mais si vous commencez comme ça, bah, après, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire bah, quels sont les moyens qui permettent de garantir la disponibilité. Ensuite, une fois que vous avez traité ce sujet-là, vous direz quels sont les moyens qui permettent de protéger, d'assurer l'intégrité. Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre chez Credit Partner pour assurer la confidentialité. Donc, vous voyez que en définissant la notion clé, mécaniquement, vous restituez des éléments du cours en donnant les différents critères de sécurité du système d'information. Et en même temps, ça vous permet de structurer votre réponse. C'est-à-dire que vous le ferez en mettant petit 1, petit 2, petit 3, petit 1, les mesures euh, pour assurer la disponibilité, petit 2, les mesures pour assurer l'intégrité, etc., etc. Donc, c'est fondamental, ça permet d'éviter leur sujet. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas du tout ce que c'est la sécurité du système d'information, voilà, si on suppose cela, ne répondez pas à la question. Vous allez forcément répondre peut-être de travers. Vous allez perdre 5, 6 minutes, peut-être plus, pour zéro. Donc, ça permet de structurer la réponse, et puis ça permet de valoriser, même si ça ne vous est pas demandé. Vous voyez, il y a des questions où vous dit explicitement définissez. Même là, vous me dites, voyez, on veut définir. Bon, on ne demande pas de définir la sécurité, mais définir certains moyens, les moyens. Si par exemple, ils disent, tiens, il y a un VPN, qu'est-ce que c'est un VPN? Il faudra le définir. Donc, mais si vous, en plus, vous dites, moi, la sécurité, je sais ce que c'est, ben, vous valorisez encore plus les connaissances. Faut pas non plus que ça vous coûte beaucoup, hein. Faut pas que vous fassiez un roman sur la sécurité du système d'information, mais d'une phrase introductive, vous mettez tout de suite les éléments en place pour ensuite répondre. D'ailleurs, donc voilà, deuxième conseil, il faut être efficace. 4 heures, ça passe vite. Beaucoup d'étudiants reviennent à la fin en disant c'était trop long, c'était trop court, il y avait beaucoup trop de choses à faire. Le temps passe très vite, donc il faut être efficace au sens, il ne faut pas non plus tergiverser. Il faut bien sûr pour ça montrer que vous avez travaillé tout au long,
de l'année et que vous avez les éléments bien en tête, vous avez les mécanismes pour appliquer les méthodes et que vous perdez pas de temps à essayer de réfléchir ou à réinventer la poudre. Je dois être précis hein, dans mes réponses. Il faut utiliser les termes techniques justes, hein, ceux du cours. Il faut éviter le style télégraphique, hein. On vous demande, dans le rapport du jury, on vous dit il faut faire des phrases, un sujet, verbe, complément. Alors, au début, essayez de soigner un petit peu la rédaction. En fin d'épreuve, on considère que si vous faites un peu un style télégraphique, c'est parce que vous êtes un peu pressé par le temps, vous serez moins pénalisé, d'accord? Mais au début, essayez quand même de faire des phrases, pas forcément des grandes phrases, mais des phrases courtes, efficaces, hein, mais sujet, verbe, complément. Évitez les phrases toutes faites sans justification. Par exemple, ça coûte moins cher, c'est plus rapide, les utilisateurs seront plus satisfaits. Oui, mais on a envie de dire, mais pourquoi ils seront plus satisfaits? Pourquoi c'est plus rapide? Qu'est-ce qui fait que c'est plus rapide? Qu'est-ce qui fait que ça va coûter moins cher? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que votre phrase, elle ne livre pas des réflexions toutes faites, elle aille expliquer pourquoi justement ça coûte moins cher, pourquoi c'est plus rapide, pourquoi les utilisateurs sont plus satisfaits. Et ça va permettre, c'est ça aussi qu'il faut être, que c'est important, il faut que je structure ma réponse, il faut que je structure ma pensée. Il faut pas se lancer tout de suite comme ça, tête bêche, comme je vous disais, dans la rédaction. Il faut faire un petit plan au brouillon. Ça vous prendra peut-être 2 minutes à poser les questions, à poser les éléments de réponse. On ne demande pas de faire une rédaction au brouillon puis de le recopier, hein. Vous allez trop perdre trop de temps, mais juste un petit détail, un tout micro-plan détaillé. Vous allez peut-être perdre 1 minute à le faire, à poser votre raisonnement au brouillon, mais vous allez gagner 2 minutes dans la rédaction. Parce que en prenant votre plan et ensuite en rédigeant autour, vous allez être plus efficace, vous irez directement à l'essentiel, et puis en plus, ce sera entre guillemets articulé de manière logique, plus logique, et puis ça va vous permettre justement aussi de présenter votre réponse de manière structurée. Et puis, il faut hiérarchiser vos idées. Chaque idée doit être expliquée, hein. Ça coûte moins cher car l'externalisation permet de mutualiser les coûts sur plusieurs clients. Par exemple, voilà, si c'était pour un exemple pour dire voilà, bah, l'externalisation, ça coûte moins cher. C'est pas tout le temps moins cher. Parfois, c'est même plus cher parce que bah, vous avez une asymétrie d'information qui fait que le client, il croit que c'est super compliqué, c'est super long à faire, alors qu'en fait, le prestataire, il l'a déjà fait 20 000 fois. Il fait croire que c'est super compliqué. Le client rentre dans son jeu et il va facturer énormément cher alors qu'il a déjà tout amorti le coût de son investissement pour répondre à son besoin, à ce besoin. Voilà, donc ça c'est important. Hop. Et puis je dois être synthétique, hein. En principe, on vous demande par exemple de justifier, expliquer, identifier, analyser. On ne vous demande pas 15 pages, on ne vous demande pas de soulever 15 arguments, on ne vous demande pas de remonter 15 éléments du texte lors de votre analyse. Globalement, c'est déjà une ou deux idées de réponse, une ou deux, si on ne vous le présente pas, maximum idées qui permettent de justifier ou de répondre à la question. Alors, sauf si on vous demande de citer trois arguments, là il faudra en sortir trois, hein. Et puis bien présenté, c'est-à-dire un paragraphe doit correspondre à une idée assortie ou en tout cas complétée, renforcée d'une justification ou d'une illustration que vous trouverez soit, enfin, que vous tirez de vos connaissances, soit une illustration qui vient du texte, hein, de l'énoncé. Il faut expliciter, hein, il faut dire, voilà, ça coûte moins cher, par exemple, dans le Credit Partners, ben, on voit que ils ont internalisé énormément de développement, ils ont fait énormément de développement en interne, ça coûte très cher à un développeur, il n'est pas forcément super, voilà, ils ne seront pas forcément employés à pleine capacité. Le fait de sous-traiter pourra peut-être permettre de mieux gérer ses ressources
et puis d'avoir à disposition des ressources qui seront plus spécialisées, plus pointues. Et donc voilà, c'est ça un petit peu l'idée qu'il faut que vous arriviez à mettre en place lors de l'examen. Éviter la paraphrase, ça n'a aucun intérêt. Alors, si vous voulez citer, oui, c'est pas de la paraphrase, c'est vous citer. Vous mettrez bien entre guillemets, mais après, bien sûr, avoir cité, bien sûr, c'est citer pour mettre en face, pour illustrer face à une idée, et vous allez expliquer ensuite en quoi cette citation permet de répondre, d'illustrer votre point de vue, votre idée, votre argument. Alors, ne négligez pas la forme, hein, je passe vite, mais il faut que ça soit lisible, il faut que ça soit ergonomique, surligner les mots-clés de vos réponses, mettre en évidence la structure de votre réponse. Vous voyez, par exemple, question 1, voilà, l'organisation est composée, alors c'était nommer les trois sous-systèmes. Alors, fallait faire attention hein, en termes de lecture, je sais plus, voilà. C'était assez traite, hein, la question de nommer les trois principaux sous-systèmes de l'organisation. Hein, les sous-systèmes de l'organisation, c'était pas les sous-systèmes d'information. Hein, il y en a beaucoup sont tombés entre guillemets dans le panneau en disant bah, il y a le STT, il y a le SIG, il y a le SID. Ah oui, mais ça, c'est les sous-systèmes du système d'information. Là, on vous parlait des sous-systèmes de l'organisation. Donc voilà, c'était un petit peu, voilà, c'était un peu vache de la part de... Voilà, mais bon, c'est comme ça, il faut savoir bien prendre le temps de lire les questions, d'analyser, de reformuler et de bien identifier les notions clés qu'on veut vous faire travailler. Donc là, on vous disait, ben, dans une organisation, vous avez toujours trois systèmes, trois ensembles organisés. Il y a le pilotage, ceux qui prennent les décisions. Il y a le système opérant, ceux qui font globalement, qui procèdent, qui exécutent les opérations courantes, hein, de l'activité courante. Et puis, vous avez le système d'information qui fait le lien entre les deux, le système de pilotage et le système opérant, et qui aussi permet à l'organisation de pouvoir communiquer vers l'extérieur. Bon, voilà, vous mettez juste ça. Bon, vous voyez, c'est bête à dire, mais en gros, matérialisez bien le dossier, voire à la rigueur, faites une copie spécifique pour chaque dossier. Tant pis s'il y a si la copie, si une copie est à peine utilisée, tant pis pour le gâchis de papier quelque part. Mais c'est bien mieux que d'avoir un seul bloc avec tout qui est l'un à la suite de l'autre. Il n'y a pas d'espace. Le rédacteur, le correcteur, s'il voit une copie qui est massive, dense, etc., il va se dire, je vais passer un mauvais quart d'heure à lire tout ça. En plus, si c'est mal écrit, si c'est bourré de fautes, vous savez déjà que vous êtes condamné à une très mauvaise note. Donc, essayez d'éviter de vous faire battre. Donc, tout simplement, faites l'effort de bien matérialiser et d'offrir un certain confort, ce serait ce qu'on appelle de l'ergonomie, offrir de confort de lecture et de faciliter la vie du correcteur en matérialisant bien, alors, en gros, si vous aviez des couleurs, mettez des couleurs, mais dossier 1, ensuite question 1, 2 points. Entre les deux questions, voilà, il faudra bien laisser au moins trois quatre lignes ne serait-ce que si vous avez des choses encore à rajouter au dernier moment. Euh, euh, N'hésitez pas en tout cas à aérer les questions. Hein. Alors pas non plus de faire une question, une page, hein, mais en tout cas un dossier, un feuillet, je trouve que c'est une bonne stratégie déjà. Vous voyez, j'ai surligné les trois réponses parce qu'on me demandait de nommer. Bon, on n'est pas forcément d'expliciter, c'est ainsi un peu le rôle, mais voilà bien surligné. J'ai une structure, vous voyez, j'ai utilisé des deux points. Les tirets sont acceptés, hein. Faire des petits retraits, etc. Tout ça, ça contribue à structurer votre réponse et donc aussi montrer que vous avez structuré votre réflexion. Alors, il y en a souvent qui me posent la question, par exemple, est-ce qu'on peut faire des tableaux? Oui, vous pouvez faire des tableaux. Moi, je pense que ça a du sens de faire des tableaux, mais si c'est vraiment utile, faire un tableau avec, par exemple, ici, est-ce qu'on aurait besoin de faire un tableau pour faire trois bandes? Bah, il faudra que vous fassiez avec la règle tout ce beau tableau pour que ce soit propre. Vous perdez du temps. Si vous mettez petit 1, petit 2, petit 3, ça va très bien. En revanche, si effectivement votre réponse elle a plusieurs dimensions, on pourrait dire, par exemple, j'aurais pu faire effectivement un tableau où on vous demande à la fois de décrire
d'avoir un rôle de... Ici, en fait, ça avait du sens quelque part, parce qu'on vous demandait de nommer, on vous demandait de définir, et on vous demandait de trouver des exemples de chacun de ces composants dans le document, dans le cas qu'on vous présentait. Donc vous auriez pu très bien faire trois lignes, enfin un tableau avec trois lignes pour le pilotage, pour le système opérant, pour le système d'information, et puis deux colonnes avec une première colonne qui vous dit définition, ou, voilà, et puis une troisième colonne, une deuxième colonne qui me dirait exemple exemple tout simplement, et puis vous auriez fait quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Ça peut, en tout cas, ça montre que vous avez cherché à structurer votre réponse. Ça peut faire un bel effet, mais ça prend, attention, ça prend du temps à le faire, hein. À réfléchir sur la conception, à le tracer. Vous pouvez faire des petit 1, petit 2, et à l'intérieur de petit 1, petit A, petit B. Ça marchera aussi bien. Je suis déjà au conseil numéro 3. Bon, moi, ça a l'air basique, mais soyons en forme, hein. Si vous avez fait passer une mauvaise nuit ou si vous continuez à réviser la veille jusqu'à 2 heures du matin, vous serez comme moi, vous serez fatigué là d'avoir passé des nuits courtes. Là, en ce moment, vous voyez, je bégaye, je suis un peu fatigué, mais parce que j'ai passé une semaine à chaque fois avec 2 3 heures de sommeil, bah, forcément, vous voyez que ça se répercute sur la réflexion, sur le cerveau. Donc, prenez le temps voilà, vous êtes à J-10 globalement. Prenez le temps de réviser tranquillement, hein. Maintenant, c'est un temps où vous êtes censé réviser et non pas apprendre. Donc révisez, faites-vous des cartes mentales, faites-vous des petits, encore pourquoi pas des fiches. Non, faites plus des fiches. Relisez les fiches à la rigueur. Essayez de mémoriser vos fiches, mais sans que ça devienne, que ça prenne un effort commensurable. Passez des bonnes nuits, hein, au moins 8 heures pour que le cerveau travaille pendant ces moments-là. Et puis, préparez-vous bien le jour J, hein. Il faut que vous ayez vos montres, vos stylos, votre règle. Prenez une calculatrice, hein. Moi, je dis à chaque fois, euh, il peut y avoir autorisation de la calculatrice pour une raison X ou Y. Mais si vous ne l'avez pas prise, bah, vous n'en aurez pas. Donc prenez-la, et puis si elle est interdite, vous la sortez pas, c'est tout. Mais voilà, donc voilà, c'est des éléments de conseil de base. Il faut tout de même avoir en tête, moi je vous conseille quand même de rester très méthodique. Voilà, c'est une épreuve quasi sportive. Il faut avoir les mêmes réflexes, le même hygiène entre guillemets qu'un sportif de haut niveau. Alors, sur cette section-là, ce ce que je veux vous faire passer comme message, c'est qu'il y a dans cette épreuve UE8 des questions quasiment récurrentes d'année en année, moi, ce que j'appelle les incontournables. Donc, vous ne serez jamais surpris, à mon avis, sur le contenu de l'épreuve. Sauf erreur de ma part, hein. À chaque fois, parfois je m'avance un peu trop, puis je suis un peu pris au piège. Euh, En principe, vous allez avoir un format euh, qui va être relativement classique, avec voilà, une partie sur la conception et puis les requêtes SQL pour manipuler une base de données. Une partie sur Excel et VBA. Alors, je n'ai pas parlé de VBA, mais j'aurais dû peut-être. Euh, J'en parlerai. Une partie sur la modélisation d'un processus. Et puis, vous allez avoir une partie peut-être, ou en tout cas un peu disséminée un peu partout. Vous aurez des questions sur le diagnostic du SI, les aspects sécuritaires, RGPD notamment, l'EDI, la sécurité. Donc, il n'y aura pas de surprise. Et donc, je disais, voilà, si vous n'êtes pas surpris, vous êtes censé avoir travaillé tous les automatismes pour répondre à ces questions. Et je dis vraiment les automatismes, c'est-à-dire que il y a beaucoup de questions qui vont valoir 0,5, 0,75 points. Bah, si vous les avez mal préparées, mal abordées déjà en amont lors de votre préparation, le jour J, vous allez bafouiller et puis vous n'aurez peut-être pas tous les points, voire pas du tout.
Et donc, c'est quand même dommage de perdre ben, 0,5 par-ci, 0,75 par-là. Ça va vite. Vous accumulez 2, 3 points, 4, 5 points comme ça, et vous êtes noté sur 15. Bon, c'est très souvent le cas. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui font un travail, qui font, qui arrivent à faire toutes les questions, et pourtant qui arrivent péniblement à 10, voire au 6. Pourquoi? Bah parce que ils ont à chaque fois fait des petites erreurs, ou ils n'ont pas appliqué la bonne méthodologie, la bonne méthode qu'on leur a apprise. Donc tout ça, vous vous pénalisez, d'accord? Donc il faut, là, si vous avez encore 10 jours encore de préparation, eh bien revoyez tous ces aspects fondamentaux, retravaillez au moins une fois, deux fois des questions qui abordent ces sujets-là parce que vous êtes sûr que vous les aurez le jour J. Alors, en base de données, qu'est-ce qu'on aura forcément? On va vous demander alors, pas forcément à 100% dans 100% des cas, mais à 80% de chance, 70% de chance, vous aurez à vérifier si le schéma relationnel, alors, pardon, non pas le schéma relationnel dans sa totalité, hein, mais on va vous demander quelques, quelques relations. Est-ce que telle ou telle relation de ce schéma relationnel est de forme normale numéro 3? Bon, il faut, il faut savoir la méthode. Est-ce qu'il est forme normale numéro un? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les critères? Est-ce qu'il est forme normale numéro 2? Ah, tiens, la clé primaire est formée de plusieurs attributs. Est-ce qu'il y a des attributs qui sont superflus dans les dépendances fonctionnelles qui lient la clé primaire aux autres attributs de cette relation? Forme normale 3. Est-ce que toutes les dépendances fonctionnelles entre les attributs non clé primaire et la clé primaire sont-elles directes? Si oui, forme normale numéro 3. Si elles sont indirectes, ce n'est pas de forme normale numéro 3. Et vous proposez bien sûr qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne une forme normale 1, 2, puis 3. On va également vous interroger sur est-ce que... ah bah décidément, vous voyez comme je suis... si le schéma relationnel respecte une règle, telle ou telle règle de gestion qu'on vous a présentée. Vérifier ici, par exemple, je crois, je ne sais plus de quel, vérifier si un dossier, est-ce qu'un dossier peut être géré, enfin montrer que le schéma relationnel euh, euh, interdit qu'un dossier soit géré par plusieurs gestionnaires, mais pas qu'un seul. Bon, voilà. Donc ça aussi, c'est mécanique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez supposer, enfin vous allez supposer, vous allez partir sur le fait, sur l'hypothèse que le schéma relationnel qu'on vous donne, il est normalisé, et donc que tous les attributs qui sont dans une relation, qui sont non clés primaires, sont en dépendance fonctionnelle de la clé primaire, et vous allez simplement exploiter la définition la propriété de la dépendance fonctionnelle. Si je connais la valeur pour la clé primaire, je n'ai qu'une seule valeur possible pour l'attribut qui en est dépendant fonctionnellement. Donc, globalement, c'est tout simplement vous testez grâce à l'existence d'une dépendance fonctionnelle entre deux attributs, vous prouvez l'unicité de telle information vis-à-vis d'une autre. Et si vous n'avez pas de dépendance fonctionnelle entre ces deux attributs, c'est que vous avez non plus l'unicité, mais donc alors la pluralité. Donc voilà l'idée, c'est quand on vous dit montrer qu'il n'existe qu'une seule, blablabla, ah bah il faut que je montre qu'il existe une dépendance fonctionnelle entre deux attributs bien précis. Il faut que je définisse, j'identifie quels sont les attributs que je vais devoir manipuler, le sens de la dépendance fonctionnelle, attention. Et puis ensuite, si effectivement je vois que il y a bien une existence de cette dépendance fonctionnelle, directe ou indirecte, attention, eh bien je prouverai qu'il y a unicité. Si je n'ai pas prouvé qu'il y a ni une dépendance fonctionnelle directe, ni une dépendance fonctionnelle indirecte, je pourrais en déduire qu'alors, dans ces cas-là, le schéma relationnel autorise qu'il y en ait plusieurs
plusieurs notions qui soient associées, plusieurs entités qui soient associées à une autre entité d'une autre nature. Alors ensuite, vous avez toute la batterie des requêtes select. Alors de moins en moins, on en fait, voilà, on vous demande de faire maintenant 3, 4, maximum 5 requêtes SQL. Donc, et en fait, c'est de moins en moins valorisé, hein, je vous disais 50%, 50%. Donc voilà, ça va être 2 points, 3 points maximum, peut-être sur les requêtes select. Mais c'est des requêtes, c'est des points qu'il faut ne pas perdre bêtement parce que toujours les mêmes mécanismes. C'est toujours, depuis 2 3 ans, on voit les éléments de réponse, enfin les questions sont relativement du même, vont chercher les mêmes compétences. Vous aurez par exemple, tiens, il faut faire afficher, mais sans doublon. Donc ce sera un select distinct. Alors, je vais mettre comme ça, je vais faire hop, ce sera plus facile. Voilà, on va utiliser au lieu de faire de, au lieu de faire une requête select simple, on fera une requête select distinct. Euh, on veut afficher les enregistrements pour lesquels il y a une certaine valeur qui n'est pas renseignée. C'était un attribut qui n'était pas obligatoire, un champ qui n'était pas obligatoire. Donc, sur certains instruments, sur certains enregistrements, sur certaines lignes de la table, d'une certaine table, la valeur de ce champ n'est pas renseigné, eh bien, pour extraire ces enregistrements de cette table, on va utiliser l'opérateur isNull dans la clause where. Donc, par exemple, tiens, tous ceux pour lesquels le téléphone est nul et n'est pas renseigné, select étoile from client, par exemple, where tel client is nul. Voilà, et là, vous sortez tous les clients qui n'ont pour lesquels on n'a pas renseigné le téléphone. Alors ça, je devrais mettre en rouge parce que c'est ultra classique, hein. Là aussi, on va vous demander d'afficher les entités de type 1 qui ne sont pas associées avec des entités de type 2. Et en fait, voilà, par exemple, c'est afficher les dossiers qui n'ont pas été traités euh, par telle agence ou afficher les clients qui n'ont pas fait de demande d'emprunt cette année, par exemple, etc. Donc c'est des gens, enfin voilà, on vous pose des questions sur de l'information qui n'est pas en base de données. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'enregistrement qui témoigne qui peuvent directement afficher ce que vous voulez. Donc, vous êtes obligé de faire un mécanisme inverse en disant, moi, je sais ceux qui ont fait un emprunt, moi, je sais ceux qui ont ouvert un dossier auprès de telle ou telle agence. Et donc, ben, puisqu'on me demande de savoir, d'afficher ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien, c'est simple, j'affiche, je veux afficher tous les clients, mais uniquement, alors pas tous les clients, mais uniquement ceux qui ne font pas partie de la liste de ceux qui ont demandé un dossier auprès de telle agence. Donc c'est toujours la même logique. C'est select étoile from la relation 1, hein, puisqu'on vous demande d'afficher les entités de type 1, donc qui se trouvent dans une certaine table, voilà, une certaine relation, where l'attribut clé primaire de cette relation not in, n'est pas inclus. Et là, vous avez une requête, un select imbriqué d'un autre select. Donc, pour faire que cette, euh, cette condition de restriction soit dynamique. Euh, et donc, not in, parenthèse, et là, vous avez le select distinct avec le même attribut, mais cette fois-ci, l'attribut de la relation 2 qui permet de gérer les entités de type 2, où là, en fait, l'attribut ne joue pas un rôle de clé primaire, mais de clé étrangère. C'est toujours le même schéma. Et vous pouvez alors bien sûr, vous pouvez rajouter des conditions de restriction, hein. Par exemple, vous voulez tous ceux de la relation 1 qui sont, voilà, qui sont de tel type, mais qui n'ont pas fait ceci. Donc voilà, vous rajouterez la condition de restriction dans le where, et puis voilà.
Donc tout ça, en fait, bon, c'est ultra classique. Il faut vous entraîner. Vous êtes sûr d'en avoir une. Je suis à hauteur de 90% de chances que vous ayez une question comme ça. Et puis vous aurez forcément aussi une fonction d'agrégation, une requête qui va utiliser une fonction d'agrégation, calculer le total de telle valeur en utilisant la fonction sum, pardon, pour faire la somme, la fonction count pour faire du dénombrement, quel est le nombre 2, la fonction min, max pour avoir les valeurs les plus élevées, les valeurs les plus faibles, les plus élevées, la moyenne, AVG, average. Et là, en fait, vous avez deux cas de figure. Soit on vous demandera de faire une requête pour calculer, dans laquelle on va avoir besoin de calculer un total, un nombre 2, un min, un max, sur l'ensemble des enregistrements avec un S euh, de l'univers, enfin des informations, des données qui se trouvent en base. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de group by. Ou bien, au contraire, on vous dira, bah, calculez le nombre je sais pas, le nombre de dossiers par année, la somme totale par agence, pour chaque agence. Donc, dès lors que vous voyez par ou pour chaque ou selon, etc., ça veut dire que vous êtes en train de vouloir calculer des agrégats, des indicateurs agrégés, euh, synthétiques, sur un groupe cette fois-ci d'enregistrement, et donc vous faites du regroupement selon un certain critère ou selon certains critères, et cette fois-ci vous aurez besoin d'introduire dans votre requête select la clause group by après le where pour définir sur quels critères seront faits vos regroupements d'enregistrement. Alors si vous avez un group by, vous pouvez aussi avoir après des having pour faire de la restriction de groupe, et dès lors que vous êtes sur des fonction d'agrégat, dites-vous que le serveur SGBD ne vous affichera plus maintenant des enregistrements, mais des groupes d'enregistrement. Donc si vous ne mettez pas de group by, il va considérer que tous vos enregistrements ne forment plus qu'un seul groupe, et donc vous n'aurez plus qu'au résultat de votre fonction qu'une seule ligne en résultat, puisqu'il n'y aura qu'un seul groupe. Et puis si vous avez introduit une clause group by, bah, il va y avoir construction d'un certain nombre de groupes en fonction du critère choisi. Et ce critère, ce nombre de groupes, en fait, ben, correspondra à un certain, donc à chaque groupe correspondra à une ligne du résultat qui sera affiché dans votre select. Donc bien aussi penser à cela le jour J. Et puis ensuite, on va vous demander peut-être optionnellement, tiens, de faire peut-être une suppression, une mise à jour, une création d'un enregistrement. Donc là, attention à bien vérifier, à bien connaître la syntaxe de ces trois autres requêtes trois autres commandes, pardon, qui sont, voilà, très classiques. Il y a pas de, là, il n'y a pas trop de danger. Il faut juste maîtriser la syntaxe. Donc je vous laisserai bien encore travailler sur ces aspects-là pour être sûr d'être bien préparé, mais vous êtes quasi sûr, 90%, de retrouver 3 parmi les 4 ou 5 de des éléments. Autre point important, en tout cas dans les aspects d'écriture bon, de la requête, il y a l'ordre de la requête, select, from, where, group by, having, order by. Il faut respecter donc la syntaxe. Attention, hein, parfois vous mettez des and un peu partout. Les and, ce sont des opérateurs qui vont permettre de combiner différentes sous-conditions pour former la condition de restriction qui va être adjointe, enfin qui va être définie dans le where. Donc les and, les or, ça se trouve que dans les clauses where ou having, mais dans tout le reste ce sont des listes d'attributs ou de tables. Donc, c'est séparé par des virgules. Hein. Si vous ne mettez pas, par exemple, group by, je sais pas, ID client and ID agence. Ça, c'est complètement, c'est errant de syntaxe. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va pénaliser tous ceux qui font des erreurs dans la syntaxe.
Donc, maîtrisez bien, c'est de la rigueur, il faut être très vigilant. Vérifiez-vous lorsque vous écrivez. Alors là encore, moi je vous conseille de faire vos travaux de rédaction des requêtes au brouillon, d'accord? Ne, ne faites pas d'injet, ne rédigez pas comme ça directement vos requêtes sur la copie. Vous allez perdre du temps à, à corriger, à stabiliser, enfin, passons à mettre du typex. C'est du temps perdu bêtement. Prenez le temps de bien le faire sur brouillon. Vous allez gagner du temps et ce sera plus soigné par la suite. Excel, là aussi, hein, de moins en moins, il y a de la place pour Excel en termes de points. En revanche, on va se concentrer, le sujet va se concentrer sur des formules typiques, recherche V ou recherche H, mais le plus souvent, on va faire des recherches V. Le plus souvent, ce sera des recherches exactes, hein, c'est-à-dire des recherches où le dernier argument, c'est à la valeur faux ou zéro. Mais il y a aussi des cas où on va faire une recherche approximative, notamment si la clé, c'est pas un identifiant, hein, la valeur qu'on recherche, c'est pas un identifiant, mais plutôt voilà, une valeur décimale, un nombre, un chiffre, sur une échelle de valeurs. Où là, boum, recherche approximative, en général, fonctionne bien. Donc voilà, on vous fait travailler sur des tables de correspondance. L'information est répartie sur différentes feuilles. On veut aller chercher de l'information dans ces autres feuilles. La meilleure façon de le faire, c'est à travers des recherches V. Parce que l'information est organisée dans les autres feuilles du classeur sous forme de tables de correspondance avec, encore une fois, des notions d'identifiant, de clés primaires quelque part, qui permettent d'aller identifier ou en tout cas rechercher de l'information à travers une clé de recherche. Il faut maîtriser la syntaxe. Donc moi, si vous voulez faire des révisions, la meilleure des choses, c'est de lister, de vous refaire un petit memento, une petite fiche sur toutes les fonctions que vous connaissez, en mettant les différents arguments dans l'ordre, bien sûr, il faut faire attention, en nombre et en ordre pour chacune des fonctions. Il faut maîtriser le recherche V, la fonction somme, NB, NBval, euh, SumProd. Bon, j'en ai mis quelques-unes, hein, mais vous avez tout ce qui va être les sommes ou les nombres, les dénombrements conditionnels, les sum.si.11, les nb.si.11. Alors moi, bien sûr, pour certains, vous allez me dire, mais pourquoi vous ne me dites pas de travailler aussi le sum.si et le nb.si? Alors, moi, je les aime pas, ces deux fonctions, surtout parce que, en fait, les sum.si.11 et les nb.si.11 font la même chose avec une syntaxe qui est plus naturelle. Et puis, en plus, on n'est pas limité au nombre de critères. Donc, c'est des fonctions beaucoup plus intéressantes que les sum.si et les nb.si. Euh, il y a aussi également, le plus souvent, on vous demandera, attention, vos formules devront gérer le cas où l'information n'est pas saisie, les cas où il y a des messages d'erreur. Donc souvent, il faudra être très attentif, surtout aussi dans la construction des tableaux. Vous avez une formule, en fait, ok, qui doit afficher une certaine valeur en fonction je sais pas, par exemple, des paramètres de- qui sont présents dans la même ligne, mais du tableau. Mais dans ce tableau-là, il y a aussi à gérer le fait que ah, bah, si ces paramètres qui sont saisis ne sont pas renseignés, eh bien, il faut que j'affiche rien du tout. Donc, il faut dire, attention, ok, si est vide, par exemple A2, la cellule A2 est vide, alors j'affiche rien, et sinon, bah, j'affiche telle ou telle formule. Je peux aussi utiliser aussi la fonction si erreur avec en premier paramètre la formule et ensuite le message d'erreur si la formule en argument 1 euh, me renvoie une valeur, non pas une valeur, mais un message d'erreur. Et donc c'est important de gérer d'utiliser
On peut même combiner, hein. Par exemple, si c'est moi souvent, le plus souvent, le scierer, je le combine avec le recherche V. Et je peux très bien avoir une cellule qui aura la formule si est vide A2, je n'affiche rien. Sinon, ben, je fais un si erreur et à l'intérieur de si erreur, j'ai un recherche V. Vous voyez que là, on peut même combiner les deux pour gérer à la fois le cas où il n'y a pas eu de saisie et l'autre cas où il y a une saisie, mais c'est une saisie qui était mauvaise et qui fait que la valeur recherchée n'existe pas dans ma table de correspondance et à ce moment-là, génère une erreur. Donc, voilà, à vous de bien avoir ça en tête, ces mécanismes pour aller gérer les erreurs. Alors, j'ai oublié complètement, mais c'est ma faute, j'aurais dû aussi dire attention à la gestion de la copie des cellules. Ça, c'est un élément très important. Dites-vous, est-ce que cette formule-là, une fois que je l'ai construite, d'après vous, si elle est correcte fonctionnellement, est-ce qu'elle doit être copiée? Et si elle est copiée, elle est copiée vers le bas ou est-ce qu'elle est au contraire copiée vers la droite? Et à ce moment-là, si elle est copiée, il faut tout de suite vous dire, ah, je dois regarder, est-ce que j'autorise dans ma formule que certaines cellules, certaines références de cellules se décalent vers le bas si je copie vers le bas, ou vers la droite si je copie la formule vers la droite. Donc si vous voulez interdire que ces références à certaines cellules se décalent vers le bas, vous mettrez un dollar devant le numéro de ligne. Et si vous voulez interdire, parce que vous copiez vers la droite, que telle référence de cellule se décale également aussi par la droite, vous mettrez un dollar devant la lettre de colonne. De colonne. Faites attention, ne mettez pas des dollars un peu partout comme ça. Et même si par exemple vous faites une copie que vers le bas et vous mettez des dollars des deux côtés, devant la lettre et devant la ligne, numéro de ligne, c'est pas très futile, enfin c'est un peu dommage parce que ça veut dire, ah, vous n'avez pas trop compris en fait le mécanisme du dollar. Il y a un dollar qui n'était pas forcément utile parce que comme vous copiez vers le bas, ben, il n'y aura jamais de décalage de colonne, donc ça sert à rien de mettre un dollar devant la lettre de colonne. Alors les processus, là c'est vraiment des points ultra faciles à aller chercher si vous maîtrisez le formalisme. On vous disait, attention, il faut respecter les formalismes. Je reviendrai rapidement sur ces points-là, sur cette partie-là, juste après. Le diagnostic SI, bon voilà, vous avez souvent voilà, des petits diagnostics à faire. Ne jamais oublier, ne jamais perdre de vue que lorsqu'on vous dit faites un diagnostic ou que pensez-vous ou faites un état du lieu du système d'information ou identifiez les problèmes, toujours avoir en tête que il y a trois dimensions, il y a des problèmes humains, il y a des faiblesses au niveau humain, il y a des faiblesses, il y a des problèmes au niveau organisationnel, il y a des faiblesses du système d'information au niveau technique, et de la même façon, il y a des forces aussi au niveau humain, organisationnel et technique. Les trois dimensions, il ne faut pas réduire la problématique que à la problématique technique. C'est quasiment même pénalisant cette approche de dire je me suis focalisé que sur la partie technique. Donc, bien avoir ça encore en tête, toujours même aborder en priorité la problématique humaine et organisationnelle, qui est parfois beaucoup plus prégnante dans l'information, dans l'organisation, pardon. Infogérance, cloud, PGI, il faut savoir définir, il faut connaître par cœur les avantages et les inconvénients de chacun. D'accord? L'infogérance, l'externalisation, euh, la dépendance, le risque de dépendance, le risque de perte de maîtrise, le risque de réversibilité, euh, le cloud, pareil, quasiment les mêmes contraintes puisque c'est l'externalisation, mais aussi le fait que risque d'indisponibilité en cas de coupure de la connexion Internet, etc., etc. Les avantages, pareil, à connaître par cœur. La transformation numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Des exemples de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les mesures de sécurité, globalement, savoir toujours distinguer, si on vous donne, voilà, présenter des mesures de sécurité pour lutter contre telle ou telle menace, dites-vous qu'il y a toujours, euh, il y a plusieurs déjà types de mesures, humaines, organisationnelles et techniques. Et puis en plus, après, il faut savoir dire, mais qu'est-ce que vous voulez sécuriser?
voulez garantir quoi? La disponibilité, l'intégrité, la confidentialité? Bon, il faut se poser des questions parce que il y a des mesures techniques, il y a enfin, il y a des mesures de sécurité qui vont voilà, répondre à des besoins bien spécifiques, à des critères de sécurité bien spécifiques. Euh, Par exemple, la DMZ, c'est pour assurer l'intégrité et la confidentialité, mais pas du tout la disponibilité, par exemple. Le VPN, ça, ce sera que de la confidentialité. Le certificat numérique, permettra essentiellement de gérer les clés publiques et l'authentification. Donc, il y a la confidentialité et l'authentification. Voilà. Et puis, il faut aussi un petit peu maîtriser les aspects de XML, reconnaître, savoir construire un fichier XML avec les balises. Euh, voilà, ça, c'est des questions un petit peu. Voilà, alors, tous ces aspects-là, vous avez 20% de trouver cette thématique là-dessus. Donc, voilà, globalement, peu de risques enfin, peu de chances si vous faites des impasses. Enfin, il y a les impasses, globalement, je ne sais pas quelles sont les impasses que vous pouvez faire. Moi, la seule impasse véritablement que j'ai fait sur le programme, je me suis concentré que sur les schémas événements-résultats, mais non pas des diagrammes de flux. D'accord? Donc, parce que je pense que, enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. D'accord? Réviser quand même ce point, mais pour moi, ce qui est important, c'est surtout maîtriser le schéma événement-résultat. À ce titre, voilà. Donc là, je vous ai mis l'ensemble du formalisme à respecter. S'il y a une des règles, si vous dérogez à une des règles, vous perdez beaucoup de points. Hein, par exemple, en termes de visuel, un événement, c'est une bulle. Hein, faites une belle bulle, bien ronde. Et une activité, c'est un carré. Hein, c'est un bloc avec trois parties. Le nom de l'activité, pour la désigner, euh, la liste des actions qui sont à faire dans le cas de cette activité, avec si possible un ordre. Et puis ensuite, la partie ici qu'on appelle les règles de production de résultats, c'est-à-dire que si j'ai différents résultats possibles qui sont produits au cours de cette activité, et qui vont peut-être conduire vers des chemins ensuite différents, c'est ici que je vais mettre plusieurs blocs en fonction du nombre de résultats différents que j'ai. Et puis ensuite, j'ai le résultat qui est également en fait de la même forme qu'un événement parce qu'un résultat peut devenir à son tour un événement qui va déclencher une autre activité. D'accord? Euh, le ré- Bon, si vous me faites une espèce de bulle ici à la place d'un carré, ça n'ira pas. Si vous oubliez aussi, moi je vous conseille de le mettre systématiquement. Ça, c'est ce qu'on appelle ici la règle de synchronisation. Si vous avez plusieurs événements, est-ce que l'activité se déclenche si l'événement, tel ou tel événement se déclenche, ou est-ce elle ne se déclenche que si tous les événements se sont réalisés? Donc là, vous allez mettre soit un et, soit un ou, en général, euh, dans cette règle de synchronisation. Mais voilà, je répète, il faut vraiment respecter à la lettre ce visuel. Et puis, il faut également, voilà, pardon, c'est toutes ces règles-là qu'il faut vérifier. Donc, encore une fois, je vous laisserai lire. L'autre thème, alors c'est pas un pronostic, mais moi je pense qu'il y a quand même il y a beaucoup d'actualités sur la cybercriminalité. La RGPD, on en a passé, il y a toujours un petit peu encore des aspects sur la RGPD. Il y a la facturation électronique aussi qui peut être un thème qui peut être abordé, mais peut-être un petit peu trop, c'est peut-être un peu trop hâtif, un peu trop tôt pour vous peut-être de vous faire travailler sur la facturation électronique. Mais globalement, c'est de la signature électronique hein, qui est derrière du transfert EDI, hein, des échanges EDI. Ça couple ces deux technologies. Euh, bon, moi je pense que voilà, regardez bien à nouveau les sujets sur la cybercriminalité, le phishing qui est très souvent en ce moment, qui revient souvent dans les actualités, hein, ça s'appelle des techniques d'usurpation d'identité.
qui vont permettre ensuite de récupérer des identifiants pour aller ensuite prendre la main sur un système, notamment pourquoi pas par exemple une, une messagerie électronique, pour ensuite pourquoi pas se faire passer pour cette personne face à une autre personne et ensuite soutirer de l'information qui va aller encore, qui sera beaucoup plus euh, qui aura une valeur plus importante, valeur de nuisance ou en tout cas ou valeur, je sais pas, marchande. Voilà. Les DDoS, les ransomware hein, qui viennent paralyser un système d'information contre délivrance d'une rançon, l'espionnage industriel, hein, le vol de données, voilà, et vous avez tous ces aspects-là qu'il faut un petit peu retravailler au niveau du cours, mais là c'est de la lecture de votre cours, hein, du manuel et puis des vidéos qui ont été présentées. Euh, et puis vous avez tout un ensemble de mesures, donc techniques, organisationnelles, humaines, qui peuvent concerner alors, soit la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité ou l'authentification ou la traçabilité. Bon, voilà, vous avez tout un ensemble de mesures ici, de techniques qu'il faut maîtriser absolument pour bien aborder le, le sujet, hein. Je dis pas qu'il faut écarter le reste, mais là, c'est vraiment, il faut bien maîtriser parce que c'est des notions de sécurité qui vont forcément, qui ont très forte chance d'apparaître à l'examen. Voilà, donc j'en ai fini moi avec les diagnostics, avec les conseils, etc. Voilà, bah, peut-être que ce format, en tout cas, vous a peut-être intéressé, que vous serez partant pour reprendre l'année prochaine. Donc voilà, je vous donne quelques éléments d'information. Alors, je pense que cette fiche, c'est celle de 2025-2024. Ah, on sera sur les mêmes, peut-être, mêmes éléments. Pour l'année suivante. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me poser des questions si c'est nécessaire via le WhatsApp. J'essaierai de vous répondre au plus vite, sachant sachant que effectivement il ne reste plus que quelques jours. Si vous avez besoin de vous rassurer sur certains éléments du cours ou certains éléments de méthode, n'hésitez pas, je vous répondrai aussi vite que possible par WhatsApp. Voilà, j'en ai fini. J'ai juste à vous souhaiter plein de réussite pour cet examen. Bonne chance. Et puis, encore une fois, hein, suivez mes conseils. J'espère que, en tout cas, ça vous réussira. Et puis, sinon, ben, j'espère à l'année prochaine. Merci. Au revoir.